色褪せない命の完全消化受け取られそうだったよどみのないまっすぐな眼光が一人をなしていた思い出せ隠した感情さえでも気まぐれな相槌など交わす言葉もないけどこの海が焼けても守るものを知って思いもこの言葉もなくした感情さえも巡って巡って正気つないできって後悔を重ねたつがいないようにしたい今までと見ないもの捨ては微笑む感情がなる音君だけ思い焦がれては恋願うように空を切ってEn faisant le ménage dans la barrière de Sakurajima, Maki tombe sur Noritoshi Kamo, qui s'est vu retirer la place de chef de clan après le retour de Kenjaku à sa tête. Soudain, les deux exorcistes ressentent une terrifiante aura, celle d'un puissant fléau ne désirant que tuer. Dès qu'il aperçoit Maki, le fléau se déplace à une vitesse folle avant de violemment la percuter. Devant Noritoshi, il n'a même pas eu le temps de le voir bouger. Et si ce fléau a une vitesse et une force démentielles, ce n'est pas pour rien. Il est la matérialisation des sentiments négatifs d'un exorciste tout aussi puissant et rancunier, Naoya Zenin. Ayant été tué par la mère de Maki sans utiliser d'énergie occulte, Naoya, à sa mort, est devenu un fléau, avec pour seul objectif de se venger de celle qui l'a vaincu. Noritoshi avec ses flèches vient donc en aide à Maki, et à deux, ils parviennent à gravement blesser Naoya. Seulement, cette forme n'était qu'un embryon, et c'est dans la douleur que le fléau se crée un cocon pour parfaire sa mutation. En voyant le danger arriver, Noritoshi dégaine une de ses poches de sang qu'il transforme en rayon perforant. Nos héros pensent alors avoir exorcisé le fléau, quand soudain, Naoya arbore sa forme finale, et en un instant, porte un coup dévastateur. Si Noritoshi n'avait pas utilisé une de ses poches de sang pour amortir l'impact, il serait mort sur le coup. Heureusement, Maki dévie l'attaque éclair de Naoya qui cible Noritoshi. Même en tant que fléau, celui qui était destiné à devenir le chef de clan Zenin n'a pas perdu de son ego surdimensionné. Pire, il peut toujours utiliser son sort avec son nouveau corps. En gelant l'air autour de lui, il crée une puissante explosion afin de prendre de la distance sur nos héros. Son objectif est simple: prendre de l'élan pour attaquer à une vitesse encore jamais vue. Avant qu'elle ne soit abattue, Noritoshi lui vient en aide et va jusqu'à utiliser de grandes quantités de son propre sang pour repousser Naoya. Il demande donc à Maki de fuir l'arène au vu des blessures qu'elle a subies. Seulement, elle ne compte pas l'abandonner et lui demande juste de gagner 5 minutes, le temps qu'elle puisse se reposer et guérir une partie des dégâts. Ne pouvant vaincre Naoya de front, Noritoshi compte donc utiliser une grande quantité de son propre sang qui est un véritable poison pour les fléaux. Car depuis le retour de Kenjaku au sein de son clan, il a perdu toute valeur à leurs yeux. Seul, il est prêt à se battre à fond et donner sa vie pour protéger celle des autres. Mais son combat contre Naoya semble toucher à sa fin. Quand tout à coup, deux exorcistes du passé entrent en scène. Daido Agane, ne jurant que par les katanas, et Miyo Rokojuchi, obsédés par le sumo. Leurs désirs respectifs les ont menés jusqu'ici pour affronter Naoya. Bien que ça ne fasse que 3 minutes, Maki est de retour pour aider dans ce combat. Et, en voyant l'ardeur de Daido, lui prête son épée maudite. Une impressionnante aura se dégage alors de l'épéiste, bien qu'il ne semble avoir aucune once d'énergie occulte. Cependant, sa grande maîtrise des lames ne fait aucun doute. D'un coup net, il manque de peu sa cible, et cela ne l'empêche pas pour autant d'esquiver les coups de Naoya et finalement faire mouche. En voyant ce niveau de maîtrise, Maki réalise qu'elle est encore loin du niveau de Toji à qui elle souhaite ressembler. Tout à coup, elle se rend compte qu'elle se trouve dans le territoire de Miyo qui n'attend qu'une chose d'elle, un combat de sumo.
chose que Maki accepte, essayant de trouver des réponses sur elle-même. Maki compte donc combattre de front Mio, qui sent la défaite venir sur un coup frontal. Usant de sa force et de sa souplesse, Mio finit par saisir Maki et la vaincre selon les règles du sumo. Mais n'étant pas satisfait de l'état d'esprit de son adversaire, il compte aider Maki à se libérer de ses chaînes à travers le sumo. Enchaînant des centaines de combats en l'espace d'un instant, Maki se débarrasse petit à petit de ses pensées parasites et abandonne son envie de ressembler à Toji, qui le lie une nouvelle fois à son clan. Se concentrant sur ses sens et sur qui elle est vraiment, Maki Zenin goûte pour la première fois à un sentiment de liberté. Gagnant enfin son premier combat de sumo, Maki, pleinement accomplie, sort du territoire de Mio où elle a eu le temps d'expérimenter 1000 combats pour une minute écoulée dans le monde extérieur. Voyant que Maki est de retour, Naoya prend de la distance pour de nouveau la percuter avec sa vitesse fracassante. Naoya subit donc de plein fouet un contre, dont la force lui rappelle instantanément Toji. Dans une frustration totale, Naoya, qui souhaitait plus que tout se trouver au sommet de l'exorcisme, déploie donc son territoire. Pris au piège, Daido et Mio tentent une attaque de front. Mais dans ce territoire, ils ne peuvent bouger comme ils le souhaitent, devant copier leurs mouvements sur Naoya, sans quoi ils seront immédiatement gelés et chacune de leurs cellules désaxées. Complètement inatteignable dans son territoire, Naoya cherche un moyen de localiser Maki pour la tuer. Soudain, Daido décide de bouger une seconde fois, ce qui lui arrache le bras en plein vol, avant que Naoya ne se fasse transpercer par sa lame, rattrapée par Maki. Complètement dépourvu d'énergie occulte, Maki ne peut être enfermé dans aucun territoire, et a donc saisi l'opportunité offerte par Daido pour définitivement mettre fin au clan Zenin et honorer la dernière volonté de Mai. 12 ans après la mort de Toji, une femme devenue pleinement son égale venait de s'accomplir. Peu de temps après, dans l'arène de Tokyo 1, Megumi, qui a été soigné, se réveille. Yuji et Takaba sont déjà là, ayant suivi l'ange après l'avoir vu transporter leur ami. Au fil des combats dans les arènes, nos héros ont récolté assez de points pour ajouter toutes les règles nécessaires afin de sauver Tsumiki, la sœur de Megumi. La jeune fille qui se prénomme Anna et qui a secouru Megumi est, tout comme Yuji, le réceptacle d'un puissant exorciste millénaire appelé l'ange. C'est lui qui a le pouvoir d'annuler les barrières et les sorts. L'ange confirme donc pouvoir lever le sort de la lisière du supplice qui enferme actuellement Satoru Gojo. Mais en échange, il souhaite que nos héros l'aident à éliminer un incarné nommé le déchu. Yuji est tout à coup plongé au fond de lui-même par Sukuna, souhaitant l'avertir que le déchu n'est autre que son surnom. Revenant à lui, notre héros fait comprendre discrètement à Megumi que le déchu n'est autre que Sukuna, les faisant se confronter à une impasse. Notre héros est donc prêt à se sacrifier une fois la traque mortelle finie pour le retour de Gojo. Sauf que l'ange, en consultant Kogane, découvre l'arrivée de nombreux nouveaux joueurs dans l'arène, atteignant plus de 800 participants. Tout suit parfaitement les plans de Kenjaku, qui a rendu visite au gouvernement américain un an auparavant afin de les instruire sur les fléaux et l'occultisme. En leur offrant des lunettes maudites, les dirigeants ont été capables de voir les fléaux et prennent conscience de la source d'énergie inépuisable qui réside dans les exorcistes. Voyant cela comme une nouvelle révolution énergétique, le président, pour obtenir un avantage concurrentiel sur les autres États, compte donc mener des expériences sur ces exorcistes. Pour ce faire, Kenjaku les a invités à venir au Japon, là où tous les puissants exorcistes sont actuellement réunis pour la traque mortelle. Convaincus à l'idée de monopoliser cette nouvelle énergie, les États-Unis, sous les conseils de Kenjaku, envoient donc un bataillon de 800 soldats armés et entraînés sur Tokyo pour capturer des exorcistes. De retour sur la traque, Yuki et Tengen sont en plein débat sur l'utilisation des plasmas stellaires, quand soudain, quelqu'un parvient à pénétrer dans la barrière
Et cet intrus n'est autre que Kenjaku. Shozo, gardant l'entrée, compte donc affronter son créateur. Kenjaku avoue alors que la traque mortelle a déjà servi son but en lui permettant de passer les barrières de Tengen. Il ne lui manque plus qu'à absorber le maître des barrières pour achever son plan. Une fois Tengen en sa possession, il pourra forcer tous les non-exorcistes à fusionner avec lui dans un seul et même corps. Son rêve n'est autre que de pouvoir extraire l'énergie occulte de centaines de millions de personnes en un seul coup, juste pour voir à quoi cela va ressembler. Et la seule chose qui motive Kenjaku à accomplir cet objectif depuis un millénaire, c'est la fascination. Shozo est donc prêt à donner sa vie pour l'arrêter, son objectif étant de le faire utiliser son propre sort afin que Yuki ait assez d'informations pour le battre. L'espace d'un instant, afin d'éviter les dégâts perforants, Kenjaku a dû utiliser son propre sort. En voyant cela, l'exorciste de classe S, Yuki Tsukumo, entre donc en scène. Le plan consistant à vaincre Kenjaku avec l'aide de Tengen a échoué. Yuki, à l'article de la mort, est vaincu. Du moins c'est ce que croit Kenjaku avant que son familier ne l'attaque. Yuki, complètement en sang, préfère alors passer à l'offensive tant que Kenjaku est affaibli. Après ce coup, ayant été coupé en deux, il est certain que Yuki ne se relèvera pas. Elle profite donc de la distraction de Tengen pour délivrer son dernier barreau d'honneur. Cependant, même avec cette manœuvre désespérée, Kenjaku s'en est quand même sorti. Par un coup du destin, le sort inné qu'il a volé à la mère de Yuji était un sort d'antigravité. Tengen, à présent en contact avec Kenjaku, finit donc par disparaître, absorbé par le maître des fléaux. Au même moment, dans toutes les arènes du Japon, les forces militaires américaines entrent en action et capturent des dizaines d'exorcistes. Pour que le plan de Kenjaku soit achevé, il faut que chacune des barrières soit extrêmement chargée en énergie occulte. Et s'il a conseillé aux États-Unis d'intervenir la nuit, c'est car c'est à ce moment que les fléaux sont le plus actifs. Les militaires vont alors découvrir la monstruosité que représentent les fléaux, dont ils ne pouvaient s'imaginer être réels.
Du côté de nos héros, ils sont rapidement pris d'assaut par une escouade armée. Seulement, ce n'est qu'une formalité pour les neutraliser et apprendre la raison de leur venue. Malgré qu'ils soient là pour capturer des exorcistes, Yuji veut quand même les sauver des fléaux, bien que l'ange affirme que c'est inutile, vu que les arènes 1 et 2 de Tokyo dans lesquelles ils se trouvent ont été les plus meurtrières et sont donc déjà chargées en énergie. Cependant, ce n'est pas ça qui va empêcher Yuji de sauver des vies, d'autant plus qu'il n'a aucune confiance en l'ange. Mais Hana, elle, compte bien sauver des soldats, car elle a toujours souhaité être assez digne pour se tenir aux côtés de Megumi, qui, bien qu'il ne s'en souvienne plus, lui a sauvé la vie quand elle était petite. Peu après l'opération de sauvetage des soldats, des civils dans tout le Japon sentent un étrange changement dans l'air. La traque mortelle ayant rempli son but, Kenjaku prépare la fusion des habitants avec Tengen. Nos héros s'étant réunis avec Maki et prenant conscience de la situation, décident donc pour le moment de faire sortir Tsumiki de la traque mortelle pour la sauver. Maki, ayant récupéré dans chaque barrière les points de nos héros, les transfère donc à Megumi qui ajoute une nouvelle règle. Seulement, en rentrant en contradiction avec une autre règle, Kogane la refuse et propose une nouvelle version éligible. Pour qu'une personne puisse quitter la traque, il faut quelqu'un d'autre pour la remplacer et dépenser 100 points pour que ce soit validé. N'ayant pas d'autre choix, nos héros ajoutent donc cette nouvelle règle et Maki part chercher Tsumiki. Une fois auprès de nos héros, Megumi offre donc à sa sœur les 100 points afin de se soustraire à la traque. Sauf que Tsumiki préfère ajouter à la place une nouvelle règle permettant aux joueurs d'entrer et sortir librement des arènes. Celle que Megumi croyait être sa sœur est en fait une incarnée du nom de Yorozu, utilisant son corps avec pour seul but, après 1000 ans d'attente, affronter Sukuna. Nos héros se lancent donc à sa poursuite, quand soudain... Keikatsu. 条件は2つ。俺が警察と唱えたら1分間体を明け渡すこと。そして、この約束を忘れること。小僧との縛りでな、この1分間は誰を殺しても傷つけてもならんことになっている。少な、なんで？もっとも、ここからは賭けだがな。何のつもりだ？つくづく愚かな小僧だ。誰も傷つけないという縛りに自分自身を入れていない。震えゆらゆら。勝因か。